Bonsoir, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Ce soir, nous allons parler d'un sujet lourd qui nous concerne tous, le placement abusif d'enfants. Alors, pour ce faire, j'accueille ma première invitée et c'est Aurélie Darlet. Bonjour. Bonjour Aurélie. Nous avons eu l'occasion d'échanger à 5 et ton combat nous a énormément touchés. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la terrible injustice que toi et tes filles vivez depuis des années. Alors Aurélie, tu es une maman aimante et super courageuse. Tu te bats pour récupérer tes filles, Sarah et Emma, qui ont été injustement et abusivement retirées à ton autorité parentale. Aujourd'hui, cela fait déjà 2 ans que tu n'as pas vu tes filles et 1 an que tu n'as pas pu leur parler au téléphone. Or, selon la loi, pour retirer un enfant de son milieu familial, celui-ci doit être en danger. Sarah et Emma n'étaient absolument pas en danger avec toi, leur maman. À l'école, elles avaient d'ailleurs des notes supérieures à la moyenne. Tu t'es même soumise à plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques afin de prouver que tu es une bonne maman et que tu es saine d'esprit. Alors Aurélie, nous sommes ici pour ton combat, pour le mettre en lumière avec le cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Ensuite, j'ai l'honneur de vous présenter Gérard Luçon. Gérard, tu as été éducateur et puis directeur au ministère de la Justice, où tu es resté 23 ans dans l'éducation surveillée, puis la protection judiciaire de la jeunesse. Ton CV est très long, alors nous n'allons pas tout énumérer, mais tu as été directeur de Handicap International et tu es l'auteur de Aventures, contes et histoires africaines aux éditions Harmattan. Tu as vécu en France, mais aussi au Sénégal, en Roumanie et en Chine. Tu t'intéresses aux gens, à leur histoire, à leur identité, à leur culture. Merci d'être avec nous ce soir et de nous donner ton point de vue. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors. Ensuite, nous invitons Sylvie Castro. Sylvie... Qui n'est pas encore là, ma chère Catherine. Ah, Sylvie n'est pas encore là. D'accord. Elle ne va pas tarder. Okay. Donc, tu peux peut-être présenter un peu l'affaire d'Aurélie et expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, Aurélie est une maman qui se bat pour récupérer ses enfants qui lui ont été enlevés abusivement, comme je l'ai dit. Donc, tout démarre d'une dispute de couple où... en fait, le papa des enfants a voulu agresser sa femme et a fait des tentatives de meurtre sur elle. Et pour protéger ses enfants, elle a voulu les couvrir avec l'aide de la justice. Et de là, s'en est suivi toutes des... comment dire, un abominable enchaînement d'affaires qui l'ont de plus en plus éloigné de ses enfants. Voilà. Alors peut-être, Aurélie, tu pourrais nous dresser un tableau de ta situation, de ton combat? Oui, alors je vais faire un bref résumé un petit peu de mon affaire. Alors, en 2009, le père de mes filles a essayé de me tuer, donc mon ex-mari. Après, je ne lui ai pas laissé les filles, donc elles n'étaient pas en danger. J'étais toujours là pour protéger mes filles et les surveiller. En 2010, le père de mes filles reconnaît par écrit
avoir eu à plusieurs reprises des gestes de violence à mon égard. Il a promis qu'il ne recommencerait plus. Lettre que j'ai produite en justice, entre autres au tribunal de Nîmes, au tribunal correctionnel d'Alès. Or, en 2016, mon ex-mari essaye à nouveau de me tuer, alors qu'il n'habitait plus avec nous. Et là, une nouvelle fois, je porte plainte, dûment motivée en droit et en fait. Et cette plainte est classée abusivement sans suite par le parquet de Nîmes. J'avais à cette époque-là confiance en la justice, donc j'avais décidé de lancer une procédure juge aux affaires familiales pour protéger mes filles de leur père dans le cadre de leur intérêt supérieur. Et mes filles en plus ne voulaient pas voir leur père et en avaient très peur, donc j'ai fait ça dans l'intérêt de mes filles. Et il suffisait d'une audience juge aux affaires familiales pour que j'ai la garde totale de mes filles avec l'autorité parentale totale sur elles et sans mesure éducative. Et en fait, je subis depuis plus de 6 ans des procédures viciées à l'avance, abusives et illégales par le tribunal de Nîmes. Donc ça fait 6 ans que ça dure. Le tribunal de Nîmes m'a forcé, contre le gré de mes filles et le mien, à les laisser seules à leur père. Et un organisme aussi, un point rencontre sur Nîmes que je peux nommer. Après, je peux le nommer, ce point rencontre ou pas? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, l'URFM de Nîmes, je pense que c'est intéressant de le nommer parce qu'il y a plusieurs parents qui en sont victimes et qui ont des procédures pénales contre certains intervenants de cet organisme, dont moi. Et il faut savoir que la directrice de cette URFM dirige un foyer d'enfants sur Nîmes, donc il n'y a pas du tout d'impartialité. Et j'avais informé la chef de service de cet organisme et de fait, la directrice était au courant aussi, de la dangerosité du père de mes filles. Et malgré ça, on m'a forcé, ces intervenants m'ont forcé à laisser mes filles en visite RFM seules avec leur père sans tiers. Et là, il a commencé à les violenter, entre autres. J'ai porté plainte pour ces faits. J'ai des preuves incontestables. Mes filles ont été auditionnées. J'ai des certificats médicaux, une ITT. Et ma plainte a été classée abusivement sans suite par le parquet de Nîmes. Et environ 10 jours après cette plainte, mes filles ont été kidnappées à leur école Jean Massé à Uzès dans des circonstances horribles pour être placées abusivement au foyer sans audience au tribunal sur des mensonges dont j'ai toutes les preuves. Donc ça, c'était en 2019. J'ai bien sûr fait appel de cette décision et la juge d'appel était obligée de me rendre mes filles en avril 2019 au vu de mes preuves incontestables, au vu du fait que mes filles ont demandé à revenir vivre à la maison ensemble chez moi. Et la juge d'appel ne m'a toujours pas rendu mes filles. Et puis là, il y a eu succession de procédures et d'audiences, juge des enfants entre autres, sachant que je n'ai pas à avoir de juge des enfants au vu des preuves incontestables que je fournis aux tribunaux du Gard, donc de Nîmes, depuis des années. Et pour faire court, ça fait... il y a un juge des enfants qui n'a rien à faire sur mon dossier, qui a confié en connaissance de cause mes filles à leur père, très dangereux. Et ça fait quelques années déjà, ça fait depuis 2020. Mon ex-mari, donc le père de mes filles, fait tout pour m'éloigner d'elle. Ça fait 2 ans qu'on m'empêche abusivement de voir mes filles alors qu'elles doivent vivre chez moi. Et ça fait plus d'1 an qu'on m'empêche de leur parler. Donc je suis sans nouvelles de mes filles. À chaque fois que j'essaie de leur envoyer des messages et des cadeaux, le père de mes filles fait barrage. Il ne m'a même pas dit où elles étaient scolarisées. Donc en fait, on essaie de m'éloigner de la vie de mes filles alors que je suis une très bonne maman, parce que j'ai prouvé en justice depuis des années. Et alors que le père de mes filles devrait être en prison depuis des années. Voilà, au vu de toutes les procédures que j'ai lancées contre lui. Donc j'essaie de résumer un peu, c'est pas facile, mais bon. Bon, voilà. Merci Aurélie. Pour dresser un peu le cadre de cette situation, on va demander à Sylvie Castro, qui nous a fait l'amitié de participer et de nous rejoindre sur le plateau, de demander
expliqué ce que nous avons dit au début, avant l'émission, hors antenne. Sylvie, je laisse Catherine vous présenter un instant, et ensuite, si vous voulez bien, vous intervenez. D'accord, très bien. Alors Sylvie, bonsoir. Tu es auteur, éditeur et président de l'association Communiquer pour vivre. Tu es passionnée par tout ce qui touche aux enfants. Tu es auteur d'un article dans France Soir sur la protection de l'enfance et justice, le drame des placements abusifs. Tu es auteur de 3 livres, L'école, enfer ou paradis, L'espoir aux frontières de l'irréparable, et enfin, Rafle d'enfants en 2015. Alors dans ce dernier livre justement qui parle de placement abusif, il y a plusieurs témoignages qui décrivent la justice comme une machine à broyer infernale. Les enfants sont souvent placés délibérément chez le parent agresseur, maltraitant, pendant que le parent protecteur est nettement malmené, et je dirais même maltraité du coup. Et tu parles de justice inversée, de justice anti-famille où le contradictoire est absent. Merci d'être avec nous ce soir, chère Sylvie. Voilà, alors Sylvie est en voiture, c'est ce qui explique que nous manquons un peu d'éclairage, mais c'est quand même très gentil d'être là. Sylvie, on vous écoute et on vous écoute avec attention parce que ce que vous nous avez expliqué avant de démarrer l'émission nous a interpellés tous, et j'aimerais que nos internautes écoutent ce que vous avez à dire sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la justice et des services sociaux. Oui, bien, merci de m'avoir invité. Heureusement que j'ai un chauffeur, parce que sans ça serait difficile. Donc, pour rappeler un petit peu, parce que souvent on me pose la question, mais comment tu t'es mis là-dedans, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as subi quelque chose? Ça aurait pu m'arriver. Je ne vous l'ai pas dit, mais à un moment donné, je secondais mon mari qui était artisan, qui faisait des figurines d'art, et j'étais souvent en déplacement avec lui. Et un jour, j'avais laissé mes enfants, j'avais confié mes enfants à une jeune femme qui n'était pas majeure. Et on m'a dit, si les services sociaux s'en rendent compte, on pourrait te les prendre. Et là, j'ai pris conscience, j'ai imaginé qu'on pourrait me prendre mes enfants. Je peux vous dire que j'ai pris le premier train pour rentrer chez moi. J'étais bouleversée et j'ai pleuré, je pleurais dans le train. Et il y a un éditeur en face de moi, je ne savais pas qu'il était éditeur, qui m'a dit mais qu'est-ce qui vous arrive, et quand je lui ai raconté, il m'a dit vous devrez, et je lui ai raconté ma vie, il m'a dit vous devrez écrire un livre. Mais je ne pensais pas qu'un jour j'en écrirais 3. Et donc en fait, quand j'ai découvert ce fléau abominable, j'ai été sensibilisée de plusieurs façons. D'une part par l'injustice, parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas, et deuxièmement par cette idée qu'on peut enlever des enfants pour rien ou pour pas grand-chose, et qu'on peut nous en éloigner si on veut combattre pour les retrouver. Et ce qui est très difficile pour faire connaître au public qui n'est pas touché, qui ne connaît pas ça, c'est justement l'impensable. Les gens ne peuvent pas penser qu'on va placer des enfants pour rien ou pour pas grand-chose. C'est inimaginable. Et donc, c'est très difficile pour les parents qui, d'abord, sont doublement touchés, parce que c'est la double peine. Non seulement on leur arrache leurs enfants, que s'ils veulent se défendre, eh bien, on diminue leurs droits au fur et à mesure. Et en plus, pour l'entourage, sauf les personnes qui connaissent très très bien donc ces personnes-là, ils vont se dire mais si on leur a retiré les enfants, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Effectivement, normalement, on devrait retirer les enfants que s'il y a quelque chose de grave, de très grave. Mais ce n'est pas le cas. En France, il y a eu des modifications, je n'ai pas toutes les lois en tête, qui ont fait que simplement un soupçon peut permettre, sous prétexte de précaution et de prévention, de placer des enfants. Donc ça donne un arbitraire total et une ouverture à tous les abus, sachant que, comme ça a été vu, que les vérifications de ce qui se passe au niveau des services sociaux, il n'y a pas de contrôle, je veux dire, moins de 28 ans, quoi. Donc vous avez le temps de rester cloîtré dans ces services sociaux. Alors, quand j'ai découvert ça, évidemment,
je devais écrire un livre sur la santé, mais là, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut que j'écrive un livre sur ce sujet. C'est trop impensable et on ne peut pas se taire. Et là, j'ai vu aussi que les médias ne parlaient pas, que les médias étaient aphones sur ce sujet. Alors, ils parlent de temps en temps. Maintenant, on a quelques médias qui ont fait des choses sur ce qui se passe dans les services sociaux. Donc, entre parenthèses, on a vu qu'il pouvait y avoir des choses très, très graves, comme tous ces adolescents qui se retrouvent dans des hôtels, qui font du trafic de drogue, qui se prostituent, ou des familles. Moi, je connais une jeune fille que sa maman m'avait envoyée alors qu'elle était en fugue. La première famille dans laquelle elle a été. Alors, je vais quand même donner l'histoire de cette dame parce que ça vaut le coup. La maman avait confié ses enfants dans une période difficile. Elle espérait bien les récupérer, sauf que quand elle a voulu les récupérer, impossible. Ça, c'est un des pièges aussi, ça en fait partie. Et donc, cette petite a été confiée à 4 ans à une famille d'accueil qui était maltraitante, qui pouvait mettre la petite en pyjama sous la pluie avec le chien dans le jardin, et qui a eu un bras cassé apparemment avec l'intervention de la fille de la famille. Et du coup, on l'a changée de famille. Elle s'est retrouvée dans une famille où elle a été abusée sexuellement pendant 10 ans. Vive la protection de l'enfance. Et à part ça, il y a eu d'autres enfants abusés dans cette famille, et quand ils ont interrogé la petite et qu'on lui a posé la question, elle a dit non. Mais ils se sont satisfaits de ce non. Elle était sous pression et sous manipulation. Évidemment, elle a été préparée pour se dire ce non. Parce qu'elle avait peur. Et si il n'y a pas eu de véritable enquête professionnelle. On manque de gens formés. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que non seulement on place des enfants qui ne devraient pas l'être, mais en plus on ne garantit pas leur sécurité. Donc il y a des enfants qui étaient beaucoup, beaucoup mieux dans leur famille, d'une part, d'autre part qui sont placés sans raison valable. Alors je ne sais pas si je vous ai donné l'histoire de cette maman qui avait 2 enfants précoces. Et malheureusement, j'arrive plus à la retrouver, cette maman, mais si elle m'entend, il faut absolument qu'elle me recontacte. Et donc, elle décide, parce qu'ils étaient en phobie scolaire, ils n'arrivaient pas à s'adapter, ils étaient maltraités à l'école. Et donc, elle les prend avec le CNED pour faire l'école à la maison. Ça se passe très, très bien. Les enfants retrouvent le moral, ils ont des activités extérieures, ils rencontrent d'autres familles qui ont le même principe, qui font l'école à la maison ou l'école en famille, l'instruction en famille. Et malheureusement, l'école qu'elles ont quittée va faire un signalement pour dire qu'elles sont déscolarisées. Ce qui est un pur mensonge, puisqu'en fait, ils ne sont pas déscolarisés. Entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, beaucoup d'enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance sont déscolarisés. Et là, personne ne dit rien. Et donc, imaginez que suite à ça, les enfants vont être placés, remis à l'école et de l'éducation nationale. Ça va être une catastrophe. Et la petite, elle voulait se suicider. Il y en a une autre, je ne sais plus, enfin, il y a plutôt la plus grande, je ne sais plus. Et l'autre qui faisait pipi au lit. Enfin, c'était séparés de leurs parents. Et alors, on ne demande pas la vie aux enfants. Voilà. On trouve des tas de raisons. Aujourd'hui, j'ai vu une maman qui est venue nous voir complètement désespérée. On lui a placé ses 2 enfants sous prétexte qu'ils avaient une relation fusionnelle. Et à l'origine du placement, qu'est-ce qui s'est passé? Un père qui maltraitait sa femme et donc et qui aussi abusait des enfants. Donc à un moment donné, elle a emmené les enfants à l'hôpital pour qu'ils soient vus. Elle a, je pense, porté plainte, si j'ai bien compris, et ça s'est retourné contre elle. Et ça, malheureusement, c'est un schéma que l'on retrouve tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, bien sûr, je fais une petite parenthèse, bien sûr, il y a des femmes qui peuvent être médisantes et dire des fausses choses pour se venger d'un homme. Ça arrive, mais ça reste l'exception. Par contre, des femmes pour lesquelles on a toutes les preuves, les enfants vraiment ont donné suffisamment de détails pour dire qu'ils sont abusés sexuellement, et qu'on remet les enfants au père, ou alors qu'on place tout simplement les enfants dans des familles et qu'ils ne voient plus leurs parents, et qu'ils ne voient plus surtout la mère protectrice, c'est un schéma que l'on retrouve de façon répétitive et qui est absolument inacceptable, impensable, et moi je taxe de criminel. Parce que c'est quelque chose qui est d'abord que nos lois, nos lois n'acceptent pas normalement. Ça veut dire qu'en fait la loi n'est pas appliquée parce qu'il n'y a pas de contradictoire, et on a
je ne sais pas si vous avez vu, il y a un livre qui est sorti, et je n'ai pas le nom du livre là, mais je pourrais vous le redonner. Ça fait déjà un moment. C'est un monsieur qui a montré l'économie de la protection de l'enfance et de pas mal d'institutions. Et ce qui fait qu'en fait, l'économique prend le dessus sur le vrai rôle d'une institution. Et c'est le cas dans la protection de l'enfance. Et moi, j'ai vu tellement d'histoires qu'on a l'impression que c'est comme une pieuvre qui se met avec les allocations familiales. Il y a des gens, je vais dire attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a comme un réseau mafieux qui s'installe où on arrive jusqu'à inventer des dettes à des parents pour les démunir complètement. Ils ne peuvent même plus se payer d'avocats. On leur dit qu'ils ont été trop payés au niveau des allocations. On va leur faire des retraits. Ils ne vont plus rien toucher. Enfin, on arrive à des situations rocambolesques, inimaginables, dignes de feuilletons vraiment dans la 5e dimension, quoi. Donc, c'est vrai que quand on voit des gens comme Pierre Nave, ancien inspecteur des affaires sociales, qui a été quand même assez dégoûté, puisque lui, il avait fait une analyse de la situation, justement, où on montrait que la protection de l'enfance n'était pas inspectée, qu'elle n'était pas surveillée, qu'on manquait de beaucoup de chiffres pour le suivi même médical des enfants, et qu'en final, il fait des projets, il fait des propositions formidables qui n'ont jamais été mises en pratique. On les a mis dans un tiroir. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que des gens qui veulent faire quelque chose, eh bien, parfois on les laisse faire en se disant ils vont se lasser. Et puis, si quelque chose risque d'arriver, on fait en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, c'est très, très difficile pour faire évoluer cette institution. On a vraiment l'impression d'une volonté, et comme je disais, Olivier Marlex, qui a été ancien président des services sociaux, qui est aussi donc directeur, aujourd'hui président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, qui a répondu présent, puisqu'on se connaît, qui nous soutient au dernier colloque que nous avons organisé, reconnaît pas seulement le côté économique, mais aussi une volonté, que ça soit comme ça, au travers d'une idéologie anti-famille. Donc ça va très très loin. C'est pas par hasard qu'on a demandé à ce qu'un enfant à partir de l'âge de 3 ans aille à l'école. Alors le prétexte c'est oui, comme ça s'il est maltraité on pourra le voir, mais on s'aperçoit que les enfants maltraités sont laissés de côté, pour beaucoup, je dirais pas tous, parce qu'il y a un moment donné, certaines personnes qui font bien leur travail mettent ça tellement en avant qu'ils sont obligés de récupérer ces enfants. Par contre, d'autres qui sont vraiment en maltraitance, ils sont suivis. Je ne sais pas si vous avez le livre du psychiatre Maurice Berger, ces enfants qu'on sacrifie au nom de la protection de l'enfance. Eh bien, en fait, donc des enfants qui sont vraiment maltraités, on les met sur des listes d'attente. Ils sont suivis par les services sociaux. Des fois, ils sont dans la rue et on les place jamais. Pourquoi ? Parce que d'abord, d'une part, personne n'en voudra parce qu'il y en a qui n'ont pas d'éducation, qui peuvent vous cracher au visage, qui peuvent vous insulter, qui peuvent faire ce qu'ils ont envie quand ils veulent. Et puis, il y en a d'autres qui ont été tellement maltraités que, eh bien, ils ont aussi d'autres problèmes, d'autres ordres. Par exemple, ils vont faire des nurésies ou pouvoir, plein de choses qui vont pas être faciles pour les gens qui pourraient les accueillir. Donc, les foyers et les familles d'accueil tiennent pas à récupérer des enfants trop atteints. Du coup, il faut trouver des enfants plutôt bien élevés pour les confier à toutes ces structures. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà quelques années, on était à 7 milliards de dépenses et qu'à mon avis, aujourd'hui, avec toute l'évolution qu'il y a eu et l'augmentation de placement, on doit tourner plus entre 10 et 11, pour ne pas dire 12 milliards. En tout cas, c'est sûr que ça va très loin. Xavier Nicolas, le maire de Senonches, qui a été donc président des services sociaux, dit que l'Eure-et-Loire est le premier comment on va dire, je ne trouve plus le terme que je vous ai dit tout à l'heure, le premier, aidez-moi. Donc, en fait, c'est la protection de l'enfance qui donne le plus d'emplois. Donc, ça cache aussi une partie du chômage, une grosse partie du chômage. Le premier employeur en Eure-et-Loire, et je pense dans beaucoup de départements, le premier employeur, c'est l'ASE. Moi, je crois que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai peut-être oublié des choses, mais en tout cas, c'est difficile de dire exactement la même chose que tout à l'heure. Je voulais illustrer quand même avec certains éléments ce qu'on trouve fréquemment. Il y a un langage aussi, un langage qui fait penser à un langage de secte dans les éléments, les adjectifs, on va dire, qui sont appliqués aux parents. Ils sont fragiles, ils sont fusionnels,
Mais en fait, ce sont des jugements qui tiennent sur rien. Et c'est accepté comme si c'était professionnel. D'ailleurs, on appelle ça, ces personnes, les services sociaux des professionnels, mais ils sont ni psychiatres, ni psychologues. Malheureusement, voilà. Et quand il y a des juges qui donnent des visites aux parents et que ce n'est pas appliqué sous prétexte qu'ils n'ont pas le personnel, que ceci, que cela, c'est pas non plus acceptable D'accord. En tout cas, je relève deux éléments inquiétants. Le premier, c'est l'aspect... et normalement, les lois aussi qui ont... Voilà. Oui. Alors, dans votre petit exposé, je relève 2 points qui m'interpellent. D'abord, l'aspect économique. Lorsque vous dites que... Vous m'entendez, Sylvie? Est-ce que vous nous entendez? Sylvie? Bon, Sylvie oui, il y a eu une coupure, mais là, j'entends de nouveau. Vous m'entendez? Oui. Alors, je voulais juste faire un commentaire sur votre intervention. Il y a 2 aspects dans votre intervention. Il y a l'aspect économique et l'aspect idéologique. En clair, ça veut dire que les services sociaux ont besoin d'être alimentés en cas sociaux, enfants difficiles, pour pouvoir justifier leurs coûts. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est ce que vous appelez le motif idéologique, la volonté de déstructurer les familles. Et ça entre un peu dans le cadre de ce que nous vivons actuellement. Nous avons reçu hier soir Marion Sigaud, qui a longuement abordé ce sujet et qui a insisté justement sur ce point, sur une volonté politique de déstructurer et fragiliser les familles. Alors, dans le cas du dossier d'Aurélie Darley, c'est l'impression que nous avons, nous. C'est-à-dire qu'elle est un peu victime de ce qu'on pourrait appeler, en exagérant un peu, une cabale des services sociaux, puisque Gérard Luçon nous expliquait hors antenne qu'en réalité, les juges jugent sur les pièces que les services sociaux leur fournissent. Et les services sociaux ne sont pas toujours aussi fiables qu'ils devraient l'être. Alors, je voudrais un commentaire de ta part, Gérard, là-dessus. Un commentaire? Un seul? Non, un seul. Vas-y. Disons que dans la première discussion qu'on a eue avant la mise en antenne, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le placement en droit français est considéré comme une mesure extrême qu'on prend quand il n'y a pas d'autre solution. Donc quand il y a un problème dans la famille, autour de la famille, dans l'environnement, dans les proches. Quand on n'a rien du tout, à ce moment-là, il reste que le placement. Donc c'est censé ne pas être la priorité. C'est-à-dire que la priorité, c'est quand même de garder l'enfant dans sa famille, parce qu'on arrive quand même à une situation assez surréaliste où l'enfant qui est victime perd son domicile et est placé dans une institution où il va découvrir un autre type de violence. Qu'on le veuille ou non, il n'est pas forcément attaqué, mais il découvre d'autres systèmes relationnels, il découvre un autre rapport de force. Donc il me semble que là, il y a une contradiction majeure entre l'esprit de la loi et la dominante financière du placement pour remplir l'institution. Ça, c'est un premier truc. Par rapport aux exemples qu'a donné Sylvie, ça m'a rappelé, donc quand j'ai été sur Handicap International, j'étais directeur pour la Roumanie. La Roumanie est un pays où, après la chute de Ceausescu, il y a eu beaucoup d'adoptions internationales, au point qu'on a découvert, et j'ai participé à l'enquête avec un journal roumain, on a découvert que des gosses partaient sur des dossiers médicaux avec un visa de l'ambassade et ils ne revenaient jamais, ils disparaissaient en France, en Espagne et en Italie. Donc le gosse est aussi une marchandise, pas seulement pour alimenter un centre, ça peut être aussi un gosse qui disparaît pour alimenter des banques de données. Très clairement. Ensuite, quand Sylvie a parlé du CNED, je précise, le CNED, c'est le Conservatoire national d'enseignement à distance, c'est quand même une branche officielle de l'enseignement en France. Donc c'est quand même surréaliste qu'une institution scolaire considère que des enfants suivis par le CNED sont déscolarisés. On est dans l'irrationnel total.
L'autre point, c'est par rapport à l'âge des enfants. Moi, je suis monté au créneau très durement quand est passée la loi Schiappa, Marlène Schiappa. Donc, je crois que c'est l'été 2018, où on a modifié complètement les contenus de l'enseignement. On a supprimé totalement la notion de discernement. Et on a intégré un truc très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant a des cours d'éducation sexuelle à l'école, il est censé être averti. Donc il est censé être connu par l'enfant et compris par l'enfant que c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles avec un adulte, mais si il a été informé et qu'il laisse faire, il peut être considéré comme volontaire. Donc la destruction de la famille, elle est là aussi. Elle est là et c'est très grave. C'est très grave parce que, je pense que tout le monde sait que la famille traditionnelle, elle en a pris un grand coup avec la révolution industrielle. Et petit à petit, les gens sont partis, les familles se sont volatilisées dans des villes différentes. Donc cette déstructuration de la famille traditionnelle existe. On la remplace en supprimant ce qu'on pouvait appeler avant l'autorité parentale, c'est-à-dire les parents sont les propriétaires légitimes de leurs enfants. J'aime pas le mot propriétaire, mais j'en trouve pas d'autre. Et ça devient l'État qui est propriétaire des enfants. Là, c'est grave. C'est grave parce que quand on voit, on va pas rentrer dans les dossiers délinquants des gouvernants, mais il y a quand même des problèmes en France. Donc le contrôle social devient le parent des enfants. Symboliquement, concrètement, méthodiquement, je ne sais pas, mais ça je le sens depuis longtemps. Il y a une volonté de ne plus donner la même place aux parents, et l'État français, entre autres, est pilote dans cette volonté de déshabiller les parents, je vais le dire comme ça. Bon, mais pour revenir donc au cas d'Aurélie Darley, on constate, si on fait un petit historique de sa situation, qu'on a affaire à un père qui abandonne donc sa famille sans aucune raison véritable, sans aucun motif fondé, et qui revient ensuite à la maison quelques mois ou presque un an après, qui demande à son épouse de reprendre la relation comme s'il ne s'était rien passé. Cette histoire se termine par un divorce et avec 2 enfants au milieu, bien évidemment, la justice intervient. Et on a en plus des plaintes déposées et vérifiables pour tentative d'homicide de la part du père. Et on constate que c'est la mère qui est dépouillée, c'est la mère qui est mise en position d'accusé. Et le père qui a abandonné la famille, on lui attribue la garde des enfants. Pour n'importe quel esprit rationnel, c'est incompréhensible. Et je comprends pourquoi Aurélie se bat depuis plusieurs années pour essayer d'abord de récupérer et de mettre en sécurité ses enfants. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les services sociaux et la justice ne réussissent pas à comprendre cette situation qui est pourtant limpide, claire. Alors tout à l'heure, Sylvie nous a éclairé en disant c'est paradoxal, mais en règle générale, c'est le bon parent qui est, comment dirais-je, pénalisé et le mauvais parent qui est favorisé. Alors si effectivement on fait le lien avec cet aspect idéologique, on pourrait dire qu'il y a une volonté, effectivement, politique, idéologique, de détruire, déstructurer la famille. Et Aurélie est un parfait exemple de ça. Je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. On parle de systémique. Mais ça, c'est très grave. C'est très grave et ça devrait bien évidemment nous alerter tous. Parce que si l'objectif, c'est de déstructurer la famille, eh bien, Aurélie est victime de ça, est le parfait exemple de ça. Et alors, évidemment, lorsqu'une femme se retrouve seule face au mastodonte de la justice,
faire valoir ses droits, ça devient un combat de titans. Et je comprends la raison pour laquelle cela fait plusieurs années qu'elle essaye de récupérer ses enfants. Aurélie. Oui, tu as raison. Et tu vois, quand tu dis qu'il y a une volonté de détruire la famille, c'est exactement ce que je ressens, parce que les juges du tribunal de Nîmes et ceux du tribunal d'Alès, après par derrière, donc tribunaux du Gard, n'ont pas arrêté de rendre des décisions de justice, non pas dans l'intérêt supérieur de mes filles, mais des décisions de justice visant à m'éloigner de la vie de mes filles. Là, ça fait plus de 2 ans qu'on m'empêche de les voir et plus d'1 an qu'on m'empêche de leur parler. Je suis sans nouvelles d'elles alors qu'elles doivent vivre chez moi. Donc, c'est totalement pas normal. Alors que c'est moi le parent protecteur, c'est chez moi que mes filles doivent vivre. Et à la base, voilà, mes filles, on les a kidnappées sur des mensonges, j'ai toutes les preuves et sans audience au tribunal. Donc, à la base, mes filles doivent être chez moi et les tribunaux du Gard m'empêchent, voilà, essaient de m'éloigner d'elles. Alors qu'en plus, la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'un placement d'enfant doit être justifié, c'est-à-dire motivé. Celui de mes filles n'était absolument pas motivé et justifié. Et en plus, la Cour européenne des droits de l'homme dit que les tribunaux, en fait, doivent prendre des mesures pour réunir l'enfant avec sa famille. Et la famille de mes filles, c'est moi. Et là, on voit bien que les tribunaux de Nîmes et d'Alès n'ont pas pris les mesures pour nous réunir, mes filles et moi, et pour nous éloigner. Donc déjà, ce n'est pas légal, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les tribunaux du Gard sont tenus par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque c'est une juridiction supérieure. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit également que le placement des enfants doit être temporaire. Moi, ça fait 4 ans que les tribunaux du Gard, en l'occurrence celui de Nîmes, nous a éloignés, mes filles et moi. Donc, ce n'est absolument pas légal et pas normal. Oui, alors Gérard, tu nous as parlé un peu du fonctionnement, je mets ça entre guillemets, du tribunal de Nîmes qui semble attirer l'attention par une façon un peu particulière pour rester politiquement correct de traiter les affaires familiales. J'ai parlé du tribunal de Nîmes parce que cette affaire-là, c'est sur Nîmes. Je pense qu'on doit avoir des affaires similaires dans tous les départements. Il n'y a aucune raison que des départements échappent à une volonté politique, à une évolution, même si on n'est pas d'accord avec cette évolution. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faudrait faire attention quand on parle de la justice, de faire la différence entre la justice, c'est-à-dire les magistrats, et la protection de l'enfance. Parce que le mastodonte, c'est la protection de l'enfance, c'est pas la justice. Hein. Quand j'étais au tribunal de Versailles, il y avait 5 juges pour enfants, ils étaient tous débordés. Et ça, c'était en 81. Donc, la justice des mineurs, c'est un peu le parent pauvre dans l'ensemble de la justice, qui elle aussi est en mauvais état en France par des réductions, des suppressions de tribunaux, et ainsi de suite. Mais le pouvoir majeur dans ce domaine-là, c'est l'aide sociale à l'enfance qu'il a, puisque c'est elle qui a ceux qu'on appelle les professionnels, c'est-à-dire assistants sociaux, éducateurs, psychos, et ainsi de suite. C'est eux qui détiennent le vrai pouvoir d'orienter le juge, d'orienter le magistrat. C'est eux qui font les rapports. Le magistrat, il va pas sur le terrain. Il connaît pas. Je sais même pas si. Parfois, il prend des décisions sans avoir jamais vu les gosses. Ça arrive aussi. Sylvie parlait tout à l'heure de l'aspect économique des services sociaux, qui bien évidemment veulent probablement sauvegarder leurs emplois, ce qui peut être compréhensible. Mais ce qui ne l'est pas, c'est qu'on fabrique des faux coupables et des fausses victimes. Donc si le juge rend justice sur la base d'éléments falsifiés ou tendancieux, il faudrait peut-être qu'on prenne conscience que ce sont les enfants les premières victimes. Et ça, c'est pas acceptable. Non, là, on est sur le dossier stricto sensu qui concerne Aurélie. Moi, pour avoir lu les différents documents que vous avez bien vu m'envoyer tous les trois,
je ne comprends pas cette évolution à l'envers, c'est-à-dire que la maman qui était à l'origine tabassée par son mari et qui se retrouve, qui a les enfants, et on voit une évolution pas à pas où c'est la maman qui devient le mauvais objet, sans qu'il m'ait été possible de trouver un argument qui justifie qu'elle soit devenue le mauvais objet. Donc je ne comprends pas cette évolution-là, c'est une évolution à l'envers en plus. Donc les gosses sont chez la mère, puis ils sont placés, puis ils vont chez le père. Mais je n'ai pas trouvé un argument cohérent dans le rapport du juge, parce que de fait j'ai le rapport du juge, j'ai pas le rapport de l'aide sociale à l'enfance entre les mains. Le juge lui les a, les rapports. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas, comme s'il y avait, je voudrais pas employer des mots qui mériteraient pas d'être employés, mais comme s'il y avait un intérêt supérieur à ce que les enfants passent chez le père. Oui, mais c'est ça qui nous interpelle, nous. Comment on peut admettre et comprendre qu'un homme qui quitte le domicile familial, revient après, maltraite son épouse, la frappe, tente même de la tuer, est l'objet de plaintes à la police, cet homme-là, on lui confie les enfants. Et la mère qui essaye de protéger ses enfants en est dessaisie. C'est ce qui nous interpelle dans ce dossier et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté évidemment de diffuser cette affaire et de prendre à témoin l'opinion publique. Un commentaire, Sylvie ? Vous dire que ça se passe aussi pour des hommes. J'ai 2 amis qui vivent aussi un drame terrible, dont peut-être vous avez entendu parler de Ziad Ali Edari, un artiste iranien qui a épousé une femme en France. Et il s'est révélé que cette femme avait beaucoup de problèmes psychiatriques. Et donc, il est fonctionnaire du ministère de la Culture. C'est un artiste et donc il avait aussi une école de peinture. Et pendant qu'il était à son école de peinture, sa femme est allée carrément donner ses enfants à la protection de l'enfance en leur disant que son mari l'a violée et maltraitait les enfants. Après une enquête très appuyée, le papa a été innocenté, hein, je le connais bien maintenant depuis quelques années. Et la maman, elle n'a pas été, elle était plutôt bien avec les services sociaux. Et le papa a été écarté de plus en plus. Et comme lui, c'est un lanceur d'alerte, qu'il n'a pas accepté, il aurait pu profiter de l'aide du ministère de la Justice peut-être pour intervenir et l'aider, mais il n'a pas voulu avoir de passe-droit. Ça fait 11 ans qu'il voit plus, ça fait 11 ans que les enfants sont placés et ça fait 7 ans parce qu'il lutte pour dire la vérité qu'il ne les voit plus du tout. Lui, on n'a rien à lui reprocher. Il a été innocenté de tout abus sur qui que ce soit, ni les enfants, ni la mère. Et c'est quelque chose d'absolument inadmissible. Et l'autre monsieur, avec qui je suis toujours aussi en contact, on s'est rencontrés de nombreuses fois, sa femme, quelqu'un a dit que sa femme maltraitait les enfants en son absence. Il a posé des caméras parce qu'il voulait quand même savoir si c'était la vérité. Et malheureusement, il a découvert que sa femme maltraitait ses enfants. Donc je ne sais plus comment ça s'est passé, s'il s'est tourné vers les services sociaux pour avoir de l'aide ou je ne sais pas quoi. Suite à ça, on lui a pris ses enfants. Et aujourd'hui, il ne peut pas les récupérer. Et encore mieux que ça, dernièrement, elle a réclamé la garde de ses enfants. Elle a les enfants. Et ses enfants, là, il me racontait, il avait une visite aujourd'hui, il avait son enfant, il n'arrêtait pas d'embrasser les mains de son père, de le toucher, et il voulait rester avec son père. Mais non, on l'oblige, parce que la voix de l'enfant, là, elle n'est pas du tout écoutée. Elle n'est pas prise en compte. Mais Sylvie, votre sentiment sur l'affaire d'Aurélie, comment vous voyez ça, vous ? Écoutez, c'est du même acabit que tous les témoignages que je vous donne. On a affaire à une toute-puissance néfaste, excusez-moi de parler comme ça, mais à tous les niveaux. Les gens, par exemple, qui ont des croyances, etc., on leur dit qu'on est dans un monde,
moi que c'est la fin de la journée, dans lequel voilà, on parle pas de croyances, quoi. Donc les parents ils doivent accepter, par exemple, qu'un enfant chrétien se retrouve chez des musulmans, qu'un enfant musulman se retrouve chez des chrétiens, ou même que si l'enfant réclame d'aller au catéchisme, on le lui refuse. Alors qu'au contraire, normalement, voilà, dans un pays laïque, on doit justement accepter toutes les religions. Et là, on a la mainmise. Voilà. Et donc là, on a une toute puissance vraiment, et qui est en plus à laquelle la justice finalement vient créditer, puisque elle donne raison aux services sociaux. Et il n'y a pas. Moi, j'avais écrit une lettre au président de la République. Alors, je ne sais plus lequel, parce que les deux derniers, je leur ai écrit de toute façon en disant il y a un problème. Les services sociaux sont jugés partis, il n'y a pas de contradictoire, les juges ne font pas leur boulot, alors peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, mais n'empêche ils ne font pas leur boulot, puisque normalement pour faire un boulot et juger, il faut avoir les deux aspects de l'affaire, et on ne les a pas, et on n'a pas de véritable enquête, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc on nage en plein délire, enfin je veux dire, c'est du grand n'importe quoi, et comme, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un livre, comment ça s'appelle ? Oh là là, je l'ai pris avec moi. Le juge Huyette, Michel Huyette, qui a écrit le guide juridique de la protection de l'enfant ou de l'enfance. Et il parle justement de l'arbitraire. Il est juge pour enfants. Il parle de cet arbitraire. Et il dit que c'est le domaine où la justice est le plus maltraitée. C'est dans ce domaine-là, de la protection de l'enfance. Mais tout à l'heure, vous avez eu un mot très fort en parlant du fonctionnement des services sociaux de l'enfance et de la justice. Et vous avez utilisé le mot diabolique en disant, voilà, on a affaire à des gens qui sont mus par une idéologie, et vous avez rajouté le mot diabolique. Alors, nous, sur TV ADP, on est considéré comme un peu complotiste. Alors, vous alimentez en fait ce débat, puisque nous, on accuse effectivement ce pouvoir d'organiser ou de désorganiser la société en s'attaquant à la famille. Et là, on a un exemple concret, puisque on favorise le mauvais et on pénalise le bon parent. C'est ce que j'ai pu constater toutes ces années, puisque j'ai écrit mon livre en 2015 et qu'on est en 2023. C'est de pire en pire. Et il y a des parents qui s'entendent dire que de toute façon, les enfants ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à la République. Ça veut tout dire. Ça va très loin. Et quand je vois là, moi j'ai vu cette famille aujourd'hui, ces enfants qui réclamaient d'aller au catéchisme et à qui on le refuse. Je veux dire, alors les enfants, non seulement on ne les écoute pas quand ils sont abusés, et on n'écoute pas leur volonté. Donc en fait, on les prive de leurs droits les plus absolus. Ça va très loin. Ça va extrêmement loin. Bon, mais Aurélie, tu peux peut-être nous expliquer, si tu ouvres ton micro, qui, selon toi, te porte davantage préjudice et auprès de qui il faudrait qu'on fasse pression pour que justice te soit rendue et qu'on te rende tes enfants? J'ai pas entendu le début de ta question. Toi qui vis cette situation, tu es mieux placé que nous tous pour nous dire qui, selon toi, porte préjudice à ta situation, à la situation de tes enfants, et sur qui il faudrait faire pression, demander un réexamen de ta situation pour que les enfants retrouvent leur foyer naturel et leur mère. D'accord. Alors, selon moi, les intervenants qui portent préjudice, ce sont les juges des tribunaux de Nîmes et d'Alès, qui n'ont pas été impartials dans le dossier de mes filles et dans les dossiers afférents, puisqu'il y a des dossiers qui gravitent autour, dont le dossier pénal contre mon ex-mari, dont mon dossier pénal contre une intervenante de l'aide sociale à l'enfance, entre autres. Et voilà, moi j'aimerais que le dossier de mes filles soit réexaminé par un juge impartial dans l'intérêt supérieur de mes filles. Voilà, et voilà, j'aimerais alerter encore une fois le ministère de la Justice, puisque j'ai déjà écrit. J'aimerais alerter aussi Madame Charlotte Cobel. J'aimerais alerter aussi le président de la République, parce que j'ai écrit au président de la République avec les preuves du kidnapping de mes filles.
en demandant l'intervention pour que je récupère mes filles. J'ai fait la même chose au ministre de la Justice de l'époque. En 2019, quand on m'a kidnappé mes filles, j'ai dû écrire 50 recommandés voilà, des personnes haut placées avec les preuves du kidnapping de mes filles en demandant de l'aide. Et je n'ai eu aucun retour positif. Voilà. Là, j'ai un ami qui a été reçu par Madame Charlotte Cobel, entre autres, qui a eu son dossier est très grave. En fait, il a un procès contre les services sociaux et il a obtenu le soutien du gouvernement et de Madame Cobel dans son affaire. Mais moi, c'est ce que je souhaite aussi. Je veux le soutien du gouvernement et de Madame Charlotte Cobel dans l'affaire de mes filles. Moi, je veux récupérer mes filles sans délai. Sans délai, pourquoi? Parce que quand on les a kidnappées, c'était sans délai. Donc, moi, j'estime que je n'ai pas à attendre pour récupérer mes enfants. Je voulais récupérer en garde totale avec l'autorité parentale totale et sans mesure éducative, puisque j'ai droit, au vu des différentes pièces que je fournis en justice depuis des années, et je n'ai pas à voir les services sociaux, je n'ai pas à voir de juge des enfants. Voilà, j'ai le droit de récupérer mes filles comme ça. Et je ne lâcherai rien pour les récupérer comme ça, parce que déjà, avec mes filles, on subit 6 ans de préjudice incommensurables. Je ne parle pas des préjudices financiers, voilà, mais oui, sont très grands pour moi. On subit énormément de préjudices moraux, entre autres, et ça doit s'arrêter là. Voilà, ça doit s'arrêter là. Ma fille Emma a 11 ans, ma fille Sarah a 14 ans. Ça fait 4 ans que je suis écartée de la vie de mes filles, 4 ans que je ne les vois pas grandir. Ce qui est très grave aussi, c'est que ma fille Emma, 11 ans, a un antécédent de coma pour des fins indépendantes de ma volonté. Elle a une santé très fragile. Elle est asthmatique depuis des années. Son père, Alexandre Darley, se fiche totalement de son asthme, sachant que c'est une maladie mortelle. Donc, il ne la soigne pas. Et ça fait 4 ans que son asthme n'est pas soigné. Et le docteur m'a dit, ce que je savais déjà, cela est très dangereux pour elle. Voilà. Donc, ma fille Emma aussi, sa santé est en danger. Voilà. Et la justice le sait, et la justice a cautionné, en fait, a cautionné ce qui se passe sur le dossier de mes filles. La justice, elle est un grand mot. Dans le dossier de mes filles, c'est pas la justice. Donc, des juges des tribunaux de Nîmes et d'Alès ont cautionné les choses très graves qui se passent sur le dossier de mes filles, et c'est plus possible. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais médiatiser encore une fois l'affaire de mes filles. J'aimerais que des instances supérieures regardent le dossier de mes filles avec attention pour m'aider à les récupérer, parce que la situation de mes filles et la mienne est totalement inacceptable. Inacceptable. Voilà. J'ai même dû faire une procédure en cassation à Paris pour sortir le dossier de mes filles du Gard. C'est quand même quelque chose. Je n'ai pas arrêté de faire des procédures dans le dossier de mes filles depuis 6 ans, et à chaque procédure, je dois récupérer mes enfants. Voilà. Gérard, quel serait le processus à débloquer, à mettre en œuvre pour que Aurélie puisse récupérer ses enfants? À qui faut-il s'adresser dans ces cas-là? Normalement, au plus haut sommet de l'État, il y a quelqu'un qui devrait avoir des services compétents et motivés pour gérer ce type de situation. Malheureusement, je pense qu'ils ont d'autres priorités, et y compris celle de laisser déstructurer les familles. Parce que je ne sais pas si j'interprète ce qu'a dit Sylvie, mais c'est aussi mon point de vue. Je n'ai pas utilisé le mot diabolique, mais on est quand même dans quelque chose qui est la déstructuration de la famille traditionnelle. Et ça, c'est visible. C'est visible. Moi, j'ai vécu... j'ai passé 70 ans, donc mon enfance, je l'ai passé dans des immeubles, dans différentes écoles, parce que mon père faisait travaux publics, donc on suivait les chantiers. On n'est jamais venu se poser la question, jamais personne n'est venu vérifier si j'étais bien élevé ou si ma sœur était bien élevée. On nous foutait la paix, moi j'ai dû changer 8 fois d'école entre la maternelle et la terminale. Personne s'est autorisé à venir mettre le nez dans ma famille et dans ce que faisaient mes parents. Qu'est-ce que c'est que ce système actuel où l'État est tout puissant, où les représentants de l'État sont tout puissants, et aussi où les administrations locales, territoriales fonctionnent dans la toute-puissance et dans l'attrait du gain. C'est grave, c'est très grave, parce que l'exemple d'Aurélie
excuse-moi le mot, mais c'est lamentable de voir ça. C'est lamentable cette histoire je l'ai dit tout à l'heure hors antenne, l'histoire du maire d'Uzès qu'il a fait interner psy et qui fait valider ça ensuite par la préfecture. J'ai jamais vu ça en 23 ans de carrière à la justice. C'est trouble à l'ordre public. Attendez, bon, peut-être qu'elle est bavarde, Aurélie, peut-être qu'elle est sûre d'elle, peut-être qu'elle est dérangeante, mais je l'imagine pas danser la samba au milieu, devant la mairie. Il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui est construit contre elle, et je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui... C'est le premier sentiment que j'ai eu en lisant son dossier. C'est un dossier monté contre elle, qui petit à petit s'est construit contre elle. Où aller on pourrait alerter la presse. La presse en France, elle est muselée. Ah bah ça, purement et simplement. Au bout d'une émission, le pauvre reporter qui aura osé parler de ça, on va lui dire, bon, bah maintenant, ça va, t'as brillé, et puis maintenant, tu vas t'occuper des chiens écrasés. Le plus haut sommet de l'État, si le plus haut sommet de l'État a envie de se remuer. Et sinon, ben, arriver à trouver une équipe de journalistes comme ce que vous êtes vous deux, là. Des gens qui ont envie de remuer ce gigantesque foutoir qu'est l'aide sociale à l'enfance. Alors, en tout cas, je peux te donner un exemple que tu ne connais pas probablement. C'est un de mes gars, quand j'étais directeur à Marseille, qui a lancé le programme Enfants des rues. Le programme Enfants des rues, c'était récupérer les gosses qui arrivaient d'Afrique. À l'époque, on commençait à avoir aussi des adolescentes de Russie et d'Ukraine qui venaient se prostituer. Et le gars, on n'a pas changé son contrat de travail, on a changé ses horaires de travail. Il travaillait la nuit, il allait récupérer ces jeunes-là, il allait expliquer aux filles qu'il y avait d'autres moyens de vivre que de la prostitution. Ce programme nous a été enlevé. Il a été enlevé à la justice, il a été filé à Bernard Tapie à l'époque, qui était, monsieur politique de la ville. Parce que ça ratissait de l'argent, parce que nous, on coûtait rien. Enfin, on coûtait à l'État, qu'on travaille ou pas. Mais là, c'est Crésus, quoi. L'aide sociale à l'enfance. Donc, ça a été enlevé à la justice, ça a été privatisé. Là, l'aspect économique dans l'affaire d'Aurélie passe au second plan, même exact. Si c'est en arrière-plan présent, il faut alimenter les foyers, et pour alimenter les foyers, évidemment, plus on mettra d'enfants et plus les foyers disposeront d'argent. Mais là, effectivement, les enfants sont confiés à un père qui a abandonné sa famille, qui a tenté de tuer la mère de ses enfants. Et, comme je le disais, on favorise le mauvais et on pénalise le bon. Cette situation un peu simplifiée comme ça à l'extrême est purement scandaleuse. C'est inacceptable parce qu'en l'occurrence, bon, évidemment, en dehors de la souffrance que peut subir Aurélie, il y a aussi la souffrance psychologique qu'on impose à ses enfants. Je pense qu'on a là un dossier sur lequel l'opinion publique devrait être alertée, parce que malheureusement, ce dossier n'est que le haut de l'iceberg d'une situation globale qui correspond à une volonté idéologique, une volonté politique, déstructurer la famille. Et malheureusement, Aurélie est prise dans ce broyeur de famille. Et ça devrait scandaliser chacun d'entre nous. Aurélie, pour ce qui nous concerne, on a eu une longue discussion, je t'ai posé de multiples questions, comme doit le faire normalement un journaliste, et c'est au terme de cette longue discussion que nous sommes arrivés, nous, à la conclusion qu'il fallait absolument t'aider, en mettant sur la place publique cette affaire qui devrait interpeller chacun d'entre nous. Ce que je peux te dire, c'est que évidemment, nous n'avons pas de pouvoir judiciaire. On n'a autorité sur rien. Nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est effectivement solliciter l'attention de chacun d'entre nous pour qu'on s'intéresse à ton cas, pour qu'on continue à en parler si on constate
que les choses restent en l'état, et puis d'alerter peut-être des personnalités, des gens qui voudront bien s'impliquer dans ce combat, parce que ton combat est le combat de toutes les mamans qui sont victimes, comme toi, de la maltraitance, des mensonges, des faux rapports des services sociaux qui ont peut-être d'autres ambitions et d'autres objectifs que de faire leur métier véritable, c'est-à-dire de faire attention au bien-être des enfants. Là, on se rend bien compte que ces enfants vont être déstructurés psychologiquement, parce que quand on impose une telle souffrance à des enfants, il est illusoire d'imaginer qu'il n'y aura pas de séquelles dans leur futur immédiat et à moyen terme. Et ça, c'est purement scandaleux. Moi, malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Ma chère Aurélie, j'ai simplement le pouvoir d'alerter un certain nombre d'amis, un certain nombre de personnalités et leur demander de s'engager auprès de toi pour te soutenir. Et puis, on va le faire, évidemment. Et je sais d'ores et déjà qui répondra positivement à notre demande. On ne va pas te laisser toute seule, on va continuer à faire du bruit jusqu'à ce que justice te soit rendue et qu'on te rende tes enfants, parce que je pense que les enfants seront bien plus en sécurité sous ta garde, dans ton foyer naturel, si j'ose dire, que chez un papa violent bon, violence, c'est un mot gentil dans ce cadre, puisqu'il a essayé de te tuer. Oui, puis il n'est pas que violent, il est aussi méchant, il ne s'intéresse pas aux enfants, il n'a même pas payé la pension alimentaire, il ne s'intéresse pas à la santé des enfants ni à l'éducation. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai pu constater que depuis que mes filles sont chez lui, leurs résultats scolaires ont chuté aussi. Donc en fait, il ne s'en occupe pas clairement. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, quand vous disiez qu'il y avait des éléments à charge contre moi, et quand Gérard parlait de mon internement psychiatrique illégal et abusif, je vais revenir un petit peu vite fait dessus. La juge aux affaires familiales, une des juges aux affaires familiales du tribunal d'Alès, qui n'avait pas à être saisie sur le dossier de mes filles, s'est servie abusivement et illégalement de mon internement psychiatrique illégal et abusif du 31 mai 2022 au 10 juin 2022 pour me retirer illégalement, abusivement, la garde de mes filles, l'autorité parentale sur elles. Alors que cette juge avait toutes les preuves que je suis saine d'esprit, que mon internement psychiatrique était illégal et abusif. On essaie encore de me broyer, comme on disait tout à l'heure, de me détruire et de détruire mes enfants, et ce n'est pas acceptable. Concernant ce dossier d'internement psychiatrique illégal et abusif, j'ai constitué, j'ai tout repris, parce que j'ai eu la chance de valider des examens de droit dans le cadre de mes études d'expertise comptable. Donc j'ai repris ce dossier, j'ai travaillé un moment dessus, et j'ai pu monter un dossier de plus de 170 pages montrant qu'il est totalement abusif et illégal, non motivé en droit et en fait, et donc la justice ne peut pas me l'opposer, et encore moins la juge aux affaires familiales qui n'avait pas le droit de me retirer la garde de mes filles, l'autorité parentale totale sur elles. Voilà. Oui, non, mais dans ce dossier, chacun d'entre nous, en lisant les pièces, a pu mesurer l'incohérence de ta situation. Alors, pour tout te dire, moi, j'ai un peu l'impression que ce placement abusif en psychiatrie, c'est un peu l'alibi qui permettait de justifier toutes les autres mesures illégales et abusives qui ont été prises sur tes enfants. Il fallait charger ta barque d'un élément suffisamment lourd pour dire, vous voyez, cette femme ne peut pas avoir la garde de ses enfants puisqu'elle a été internée en psychiatrie. Et le fait qu'un maire se prête à ce jeu-là, bien évidemment, on n'est pas naïf, on fait le lien avec le pouvoir politique et l'idéologie du moment, si j'ose dire. Tu es victime de ce que moi j'appellerais une cabale.
Parce qu'il n'y a pas, il y a pas d'élément cohérent, il n'y a pas d'élément logique qui puisse expliquer la manière dont tu es traité et la manière dont on t'a enlevé tes enfants. Alors l'objectif est ailleurs. L'objectif, c'est de détruire ta famille, comme on essaye de détruire tant d'autres familles dans d'autres régions de France. Pour moi, c'est une volonté politique. C'est la conséquence d'une idéologie dominante. Et quand on voit la qualité de nos gouvernants, on constate que plus ils sont pourris et plus on leur donne de pouvoir. Alors effectivement, quand on donne du pouvoir à des pourris, à des gens qui sont complètement détraqués mentalement et psychologiquement, on a un pays dans la souffrance, on a des familles dans la souffrance, et tu es malheureusement une des multiples victimes de cette situation. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre ce que tu vis. Alors, pour en revenir à mon internement psychiatrique illégal et abusif, j'ai toutes les preuves de la parfaite sanité de mon état de santé mentale, actées depuis des années par divers psychologues, psychiatres, dont experts auprès des tribunaux, que je suis allée voir non pas parce que j'ai des soucis de santé mentale, mais pour montrer ma bonne foi en justice dans le cadre du dossier de mes filles. Et j'ai en plus un expert auprès des tribunaux qui a attesté par écrit de ma parfaite capacité, de mes parfaites capacités maternelles. Voilà. Et la juge aux affaires familiales avait tous ces éléments, elle les a écartés et elle a indiqué dans sa décision, j'appellerai pas ça une décision de justice parce qu'il n'y a pas de justice là-dedans, elle a indiqué dans sa décision que j'avais été internée, pas abusivement, pas illégalement, que j'avais été internée. Alors, c'est pas la même chose, hein. Voilà, elle a arrangé l'histoire à sa sauce. Et ça, c'est plus possible. Mais, juste un détail, Aurélie. Est-ce que avant d'être internée, tu as été soumise à une expertise psychiatrique? Pas du tout, non. Alors, ça s'est passé comment? C'est le jour de ma séquestration en hôpital psychiatrique. Voilà, je ne créais aucun trouble à l'ordre public. J'étais dans un appartement avec quelqu'un qui rénovait cet appartement. Donc, on était tranquille, sans bruit, sans rien du tout. Et là, les gendarmes sont venus me chercher. Donc, des gendarmes d'Uzès, dont certains étaient là le jour du kidnapping de mes filles, ils me l'ont bien dit. Ils m'ont mise de force dans la voiture, ils étaient 3, ils m'ont menotté, ils m'ont arraché mes bracelets, ils m'ont arraché mon sac à main, ils ont voulu me confisquer mon téléphone portable et ils m'ont interdit de les prendre en photo parce que j'ai voulu les prendre en photo et ils m'ont mis de force dans la voiture. Donc moi, je n'ai opposé aucune résistance, de toute façon je ne peux pas me défendre, voilà, que je ne suis pas quelqu'un de violent. Et donc ils m'amènent à la gendarmerie et là, ils m'ont empêché de contacter mon avocat. Et puis moi, je leur dis bien, je ne comprends pas ce que je fais là, expliquez-moi, je n'ai rien à faire ici. Mes proches n'étaient même pas au courant, ils m'ont empêché de contacter mes proches. Et à un moment donné, il y a un des gendarmes qui dit oh, elle est trop gênante, on va l'amener en psychiatrie. Elle est trop gênante, on va l'amener en psychiatrie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils me violentent encore et encore. Et moi, je ne peux pas me défendre. Ils sont plusieurs sur moi et ils m'amènent de force avec les menottes qui tirent. Donc, en fait, ils me font très mal au poignet et j'ai encore les traces depuis le 31 mai 2022. Donc, ils me font très mal avec les menottes et ils m'amènent à l'hôpital où là, on m'attache le poignet menotté à un barreau du lit. C'est la photo que j'ai envoyée à Catherine. Et là, encore une fois, on bafoue volontairement mes droits. Moi, je n'avais rien à faire dans cet hôpital. Et là, il y a des faux rapports qui sont faits. Et à partir de là, les gendarmes me reconduisent à la gendarmerie contre mon gré. Et après, ils m'amènent encore une fois avec violence à l'hôpital psychiatrique. Alors, je ne sais pas si je peux le nommer, mais il est sur Uzès, voilà, dans le Gard. Là, du personnel de cet hôpital psychiatrique me violente à nouveau, sans aucun motif. C'est vraiment pas possible. En rentrant là, on me confisque mon téléphone portable, mon sac à main,
mes lentilles. Moi, j'ai un correctif visuel depuis l'âge de 2 ans, j'en ai 41, donc on me confisque même mes lunettes et mes lentilles, mes chaussures, mes proches sont même pas au courant que je suis là, on m'empêche de contacter l'avocat, c'était l'enfer. J'ai vécu l'enfer sur terre, c'est le cas de le dire. On m'a mis au milieu des fous, on m'a mis au milieu d'anciens prisonniers, on m'a privé de nourriture, on m'a privé d'eau. C'était horrible et on m'a empêché de contacter l'avocat. Voilà. Donc, j'ai dû faire des pieds et des mains de façon légale pour arriver enfin à contacter un avocat la veille de l'audience, juge des libertés de la détention. Et là, le personnel soignant m'a reproché d'avoir contacté l'avocat. Voilà. Et il voulait absolument que j'aie un avocat commis d'office que j'ai refusé, parce que j'ai refusé. Et j'ai eu la chance, l'avocat il a bien voulu prendre mon dossier, il arrive à me sortir de là. Mais même là, le personnel de l'hôpital psychiatrique m'a empêché de constituer mon dossier pour l'audience. Et dans ce dossier, moi j'avais toutes les preuves que mon internement psychiatrique était non motivé en droit et en fait, et on m'a empêché de les produire en justice. Sachant qu'en plus, cette audience, juge JLD, le juge des libertés de la détention, est censée être une audience publique. Et il y avait des personnes de ma connaissance qui voulaient assister à cette audience, mais qui ont eu peur de venir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est passée au sein de l'hôpital psychiatrique. Alors, quelle personne a envie de venir en hôpital psychiatrique pour assister à une audience? J'en connais pas beaucoup. Donc, en fait, à l'audience, j'étais seule avec mon avocat. Voilà, il n'y avait personne, alors qu'il y a des gens qui voulaient venir. Et là, on a pu prouver que mon internement était totalement illégal et abusif. Mais franchement, l'hôpital psychiatrique voulait me garder, m'a mis des bâtons dans les roues. C'était vraiment pas normal et très méchant et tout à fait illégal. Voilà, il y a d'autres mots aussi qui me viennent, mais bon, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et ça ne devrait pas exister en France dans un état de droit. Voilà, ça ne doit pas exister. Justement, Aurélie, moi, cela fait plusieurs années que je dénonce le fait que nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce que si on peut effectivement interner quelqu'un en asile psychiatrique sans même l'avoir soumis à une expertise, on est dans l'arbitraire. On est dans un état voyou. T'obliger, toi, à demander à des psychiatres une contre-expertise pour devoir prouver que tu n'es pas folle et que tu es juste là pour récupérer tes enfants, si le fait de se battre pour récupérer ces enfants te met en situation d'être soupçonné de folie, mais je veux juste te rassurer, Aurélie, j'ai des confrères journalistes qui sont soumis à des examens psychiatriques pour des choses qu'ils ont écrites. On en est là dans ce pays. Il n'y a pas d'état de droit. Nous ne sommes pas dans une démocratie, je l'affirme depuis des années, et ce que tu vis là, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Qui serait impossible dans un état de droit, et qui n'est possible que justement parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Ceux qui sont à l'origine, à l'initiative de cet enfer, ceux qui ont été capables de falsifier la vérité, de constituer un dossier à charge. Je prends à témoin l'ensemble des internautes qui nous regardent en ce moment. Tu ne me donnes pas l'impression d'être une folle ou une hystérique, tu me donnes l'impression d'être une maman fermement décidée à récupérer ses enfants pour les protéger. Ah, je lâcherai rien. J'ai même dû faire, écoute bien, j'ai même dû faire des grèves de la faim et manifester 3 mois devant les tribunaux de Nîmes-et-Dallès, manifester 3 mois pour pouvoir récupérer mes enfants. Donc, j'ai encore une fois laissé ma vie en suspens et j'ai passé tout mon temps pendant 3 mois à manifester de façon légale devant ces tribunaux et j'étais pas le seul parent. On était plusieurs victimes. Voilà. On est même arrivé à passer à France 3 Régions, dans la presse écrite. Moi, je suis passée à la radio aussi. Voilà, je cherche à médiatiser à fond le scandale de l'affaire de mes filles parce que franchement, c'est pas possible de vivre tout ça. Et je vis ça depuis 6 ans. Comme tu dis, c'est un cauchemar.
C'est un cauchemar. Mais je lâcherai rien pour récupérer mes enfants comme je le souhaite. Rien du tout. Et je veux que le dossier de mes filles, il éclate. Pour mes filles, parce que je veux qu'elles soient reconnues victimes de tout ce qu'elles vivent depuis 6 ans à cause de la justice. Et je veux être reconnue aussi victime. Et je veux que voilà le dossier de mes filles aide aussi d'autres parents dans ma situation à retrouver courage et à ne rien lâcher, parce que c'est difficile dans ce genre de dossier de rien lâcher. Moi, j'ai un bon mental, heureusement, mais il y a des parents qui lâchent en cours de route. Il y en a qui se suicident, malheureusement. Il y en a qui n'ont plus les moyens financiers de payer l'avocat pour récupérer leurs enfants, mais ça ne devrait pas exister. Voilà. Et moi, au bout de 6 ans, je suis encore là debout. Mais il faut que l'acharnement judiciaire sur mes filles s'arrête. Je veux les récupérer de suite. Je suis quelqu'un de très patient, mais là, j'ai plus de patience parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous remercie de m'aider à médiatiser cette affaire pour que ça avance au plus vite, sachant que j'ai des procédures judiciaires en cours que je vais médiatiser aussi. Donc, j'ai fait appel de la décision de la juge aux affaires familiales d'Alès du 18 août 2022 qui me retire illégalement, abusivement la garde de mes filles, l'autorité parentale sur elles. Donc, j'ai fait appel. J'ai fait appel de la décision correctionnelle du tribunal d'Alès qui relaxe illégalement et abusivement le père de mes filles concernant ma citation directe contre lui. Citation directe qui fait quand même 211 pages de droit et de fait que j'ai faite moi-même et qui n'a pas été écartée, c'est-à-dire qu'elle est valable. C'est-à-dire qu'en clair, à l'issue de l'audience correctionnelle au tribunal d'Alès de décembre 2021, mon ex-mari devait aller directement en prison. Voilà. Audience qui se déroulait juste avant que la juge aux affaires familiales me fasse sauter l'autorité parentale sur mes filles. Donc, en clair, mon ex-mari allant en prison, elle ne pouvait plus lui confier les enfants. Donc, ils ont magouillé la procédure correctionnelle en amont, voilà, pour que mon ex-mari puisse récupérer mes filles. C'est totalement impensable et inacceptable. Voilà. Et pour revenir sur cette audience, moi, j'avais 211 pages de droit et de fait contre mon ex-mari, et lui s'est contenté de dire « je n'ai rien fait ». Voilà, contre toutes mes accusations, il s'est contenté de dire « je n'ai rien fait ». Et son avocat s'est contenté de produire des décisions juge des enfants qu'il savait faux, donc il en a fait recel et usage, recel de faux et usage de faux, donc délits pénaux, et des jugements juge des enfants, ça n'a rien à faire en audience correctionnelle. Donc en clair, mon ex-mari et son avocat n'avaient aucune défense par rapport à mon dossier pénal. Donc, en clair, mon ex-mari devait aller en prison, encore une fois, en décembre 2021, et ne pas obtenir la garde de nos filles en août 2023. Voilà. Donc, et puis j'ai une autre procédure en cassation concernant le dossier de mes filles, donc cassation à Paris. Et l'audience, voilà, donc j'ai 3 audiences qui vont venir. J'espère récupérer mes filles au plus tôt. Et je vais médiatiser toutes les procédures, voilà, pour mettre la lumière sur le dossier de mes filles. Et j'espère que des personnes haut placées pourront m'aider à les récupérer rapidement, voilà. Et je veux qu'on les en prison, parce que ça, je ne lâcherai pas non plus. Je veux qu'il aille en prison ferme avec déchéance totale de ses droits parentaux. Je ne lâcherai pas non plus, voilà. Et je vais y arriver. Donc, j'ai besoin de tout le soutien nécessaire, parce que c'est quand même fatigant. Et puis bon, faut que le dossier avance vite, quoi, dans l'intérêt supérieur de mes filles. Voilà. Bien, je voudrais avoir l'avis de Sylvie. Sylvie, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis toujours là, vous m'entendez? Oui, merci d'être toujours parmi nous. Sylvie, vous avez entendu le témoignage d'Aurélie. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas que toutes ces personnes qui sont victimes, parce que visiblement Aurélie n'est pas un cas unique, il y en a d'autres comme elle, s'unissent et se réunissent dans le cadre d'une structure plus large, association, fédération, pour essayer de peser sur les décisions des autorités sociales et sur la justice? Est-ce que vous pensez que nous, médias indépendants, on est en mesure de peser assez lourd pour faire changer les choses? J'en doute.
Est-ce que vous avez entendu parler de ce manifeste qui a été transmis à France Soir par l'Enfance au cœur et qui a été signé par plein d'avocats et de médecins et qui dénoncent tout ça? Et ça veut dire qu'en fait, et donc c'est quand même pas n'importe qui, des médecins et des avocats qui sont du côté des parents et qui disent ça va pas et qui donnent des détails. Donc je veux dire, les parents. Rapprochez votre micro de votre bouche, Sylvie, on vous entend faiblement. Oui, attendez, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Non? Oui? Parce que ça dépend où on passe aussi. Oui, c'est ça. Donc, je veux dire que... Alors, il y a eu aussi dans les débuts, puisque moi, mon livre, je l'ai publié en 2015. Au début, il y avait beaucoup de problèmes au niveau associatif. Enfin, ces dernières années, c'était pas évident d'avoir des associations qui s'entendent suffisamment aussi pour aider les victimes. Et les victimes elles-mêmes, par exemple, il y a eu des tentatives, par exemple, que des victimes se rassemblent avec aussi des plaintes collectives. Mais alors là, ça a l'air hyper compliqué. À chaque fois que quelqu'un essaye de se pencher là-dessus, ça tombe à l'eau. Dernièrement, il y avait une avocate qui on ne vous entend pas là, on vous a perdu un peu, Sylvie, vous pouvez répéter? Oui, non. Je disais... Sylvie, vous êtes probablement dans un lieu où le signal passe mal. On n'entend pas ce que vous dites. Oui, bah oui, il va falloir attendre. Peut-être que ça va revenir, mais c'est vrai qu'il y avait... Vous m'entendez là? Allez-y. Oui, je disais que c'est pas c'est pas évident, même si toutes ces personnes se rassemblent, c'est pas évident qu'elles soient défendues. En fait, il faudrait qu'on soit suffisamment nombreux pour que déjà l'opinion publique soit alertée. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique générale n'est pas au courant de ces méfaits criminels. Parce que moi, je les taxe de criminels. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et il y a une omerta là-dessus totale. Donc, il faudrait effectivement... Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé cette année à organiser des colloques. J'en ai fait 2 qui ont été suivis d'ailleurs par d'autres colloques que des associations ont organisés. Parce qu'avant, on manifestait dans les rues, mais ça ne faisait pas grand-chose. Et donc, j'aimerais d'ailleurs que vous m'envoyiez un mail pour que je puisse vous faire parvenir ces rassemblements. Et donc, le premier colloque, on avait 2 avocats. Le second, on avait donc Olivier Marlex qui était présent et qui a reconnu, voilà, et lui qui a été directeur des services sociaux, c'est pas rien. Donc, il a reconnu tout ce que l'on pouvait dire. Et il lui-même a reconnu donc ce problème d'idéologie. Nous sommes dans une guerre idéologique. Dans une guerre idéologique, soit on est soutenu par une spiritualité très forte parce qu'on est face vraiment à des gens qui sont destructeurs profondément de notre existence, de notre identité à tous les niveaux. Et donc, je pense que c'est l'union aussi, je dirais. Moi, je vois apparaître une nouvelle fraternité qui n'existait plus au travers de ces persécutions. Parce que c'est une véritable persécution quand on détruit votre famille ouvertement et de façon malhonnête. Il n'y a pas d'autre terme. Et en plus, avec la complicité de l'État, de l'État et de ceux qui détiennent les médias, pour que ça ne se sache pas. C'est terrible. Et donc, la seule façon, c'est de continuer à informer. Et la seule chose qui peut faire libérer certains enfants, c'est quand certaines personnes ont peur qu'on sache des choses et qu'on les répande de trop. Alors, c'est arrivé qu'il y a des autorités qui passent des marchés avec des victimes. Alors, je m'aperçois que ma batterie est faible. J'avais fait le plein, mais il reste encore 20%. Je peux encore parler. Mais c'est vrai, une véritable guerre. Il avait raison, Macron, en disant qu'on était en guerre. Mais il n'a pas dit de quelle guerre il parlait vraiment. En tout cas, Sylvie, faites-nous l'amitié, s'il vous plaît, de rester en contact avec Catherine Teiss, parce que votre parole est importante et que vous êtes un bon avocat de ce genre de situation. Et je pense qu'il est d'utilité publique que les gens soient informés de ces dysfonctionnements criminels, parce que les victimes sont essentiellement les enfants.
Et ça, c'est inacceptable. Alors, on va rester en contact. Catherine va prendre... Catherine va prendre vos coordonnées de manière à rester en contact avec vous et on va vous réinviter pour d'abord suivre le dossier Aurélie, puisque ce n'est pas un one-shot. On s'engage sur cette affaire. J'ai été personnellement touché que ma consoeur Catherine Theys ait pris ce dossier à cœur. Cette émission a été mise sur pied grâce au travail qu'elle a fait. Elle m'a dit textuellement, Éric, cette affaire me bouleverse, elle me touche personnellement énormément et je vais tout faire pour que Aurélie récupère ses enfants. Et en ce qui me concerne, évidemment, je la soutiens corps et âme. Donc on va continuer à suivre ton affaire, Aurélie, et on aura besoin de votre éclairage et de vos témoignages, Sylvie, pour essayer de sensibiliser toutes les femmes qui sont soumises à ces injustices, de manière à fédérer une force qui servira peut-être d'interlocuteur ou de moyen de pression à ces oppresseurs, parce que je ne peux pas les appeler autrement. Vous parliez de secte, vous parliez de guerre idéologique, vous y avez même intégré l'élément spirituel, et en ce qui me concerne, moi qui suis un journaliste qui me revendique chrétien, ce sont des mots qui me parlent, et c'est un combat dans lequel je veux m'engager avec vous. Eh bien, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Et ça sera avec beaucoup de plaisir et même de... Comment, je sais pas... Enfin, voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas faire autrement que tous, petit à petit, se rassembler pour cette lutte, pour la vérité, pour le bien, pour la justice, des parents et des enfants, parce que tous souffrent terriblement. Et ces souffrances sont innommables. Oui. On est à presque 1h30 d'émission, on va devoir conclure. Gérard, ton mot de la fin, s'il te plaît. Merci Sylvie, merci infiniment. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir et de vous entendre. Même, pas de même. Mon mot de la fin. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même à ce que quelqu'un puisse arriver à débrouiller sur le terrain qui est derrière une telle manip. Qui a organisé ça? Parce que c'est vrai que les 2 dernières interventions d'Aurélie, tu te dis à un moment, mais attends, on l'a interné psy, pourquoi? Pour bloquer le dossier de prison, pourquoi? Pour enlever la garde des enfants. Tu as l'impression que c'est une construction méchamment perverse. Et ça, c'est pas le hasard. Le hasard, j'ai toujours eu du mal à y croire. C'est pas normal, c'est pas normal. J'ai commencé comme ça en disant c'était une bonne maman et maintenant elle est plus capable de s'occuper de ses gosses. Qu'est-ce que c'est que cette et puis c'est construit, c'est argumenté. Le dernier rapport du juge pour enfants, il est cohérent. C'est pervers, c'est comme on veut, mais c'est cohérent. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'il y a une construction, il y a quelque chose qui est organisé, à mon avis. Il y a quelque chose qui est organisé derrière, et c'est ça qu'il faut faire tomber. C'est ça qu'il faut démonter, si j'ose dire. Dénoncer, on peut compter sur toi pour la suite des événements. Ah ben, bien sûr, moi de toute manière je suis retraité, donc j'ai du temps. Mais ouais, bien sûr, tout ce qui est injustice, ça m'a toujours révolté. Donc que dire quand tu vois que, puisque j'ai travaillé au Sénégal, Catherine l'a rappelé tout à l'heure, il y a des délinquants au Sénégal, il y a des maisons d'enfants au Sénégal, mais il n'y a pas de destruction de la famille. Il n'y a pas. Tu vois. C'est nous, les Occidentaux. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de... le mot diabolique, il n'a pas été utilisé pour rien. La cabale. Ouais. Je voudrais juste dire un petit truc. Quand Jean Lassalle a organisé à l'Assemblée nationale des rencontres extrêmement intéressantes avec des grands professeurs, des médecins, des avocats, des associations, il revenait régulièrement le mot secte. Il y a quelque chose qui fonctionne comme une secte, avec un langage de secte, avec des mots qui reviennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont utilisés
pour abattre les parents. Et ce sont toujours les mêmes mots. C'est comme si il y avait un langage pour enterrer, un langage pour détruire. Ouais. Aurélie, Oui. Ton mot de la fin? Soyons optimistes, hein, parce que tu n'es plus toute seule. Mais je vous remercie tous infiniment de votre soutien et de l'attention que vous portez au dossier de mes filles. Ça me fait franchement plaisir parce que pendant quasiment 6 ans, je me suis battue toute seule. Et puis là, votre soutien me touche profondément. Je vous remercie. Et je ne lâcherai rien pour récupérer mes filles que j'aime profondément. Voilà. Et puis en plus, je leur ai promis de les récupérer, donc je vais vraiment les récupérer. Et il faut que ça se fasse rapidement, parce que moi je souffre, mais j'ose pas imaginer dans quelle souffrance elles sont, parce que mes filles m'adorent et elles ont très peur de leur père et la situation qu'elles vivent n'est pas acceptable du tout. Voilà, elle n'est pas acceptable du tout et elles ne devraient pas avoir à vivre ça comme tous les autres enfants qui ont été arrachés injustement à leurs bons parents. Voilà, le mot c'est arraché. Bon, on va suivre ton affaire de près et puis on fera un point dans un mois pour savoir si on a pu faire bouger quelques lignes et si ce n'est pas le cas, on fera le forcing dans un mois à nouveau. Tu restes en contact avec Catherine qui suit ton affaire de toute façon et puis on ne va pas lâcher. Merci beaucoup, c'est gentil. Ma chère Catherine. Alors là, que dire? Moi, je suis révoltée, sidérée, triste à la fois devant l'ampleur de ce que Aurélie et d'autres parents vivent, mais au-delà, c'est vraiment pour les enfants que vont toutes mes pensées. C'est carrément l'inversion des valeurs dans cette société. C'est une atteinte à nos droits et libertés. Et pourtant, rien n'est plus important et plus beau qu'un enfant. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe là. La place d'un enfant est auprès de son parent aimant ou de ses parents aimants et sa place n'est ni dans un foyer ni auprès de parents maltraitants. Ce qui se passe est carrément criminel et effectivement, comme l'a dit Sylvie, nous devons nous unir. Alors j'aimerais passer un message à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Je vous remercie de tout cœur de partager et de diffuser cette émission autant que possible. Nous devons faire du bruit, nous devons passer ces messages parce que le combat de Aurélie, ce combat, ça peut arriver à n'importe qui. Vous l'avez compris, je pense, ce soir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Et merci de tout cœur. Merci Catherine, merci Sylvie, merci Aurélie, merci Gérard. Merci à tous. Oui, merci. Merci beaucoup. Et on reste en contact. À bientôt. À bientôt.